Et des comptes publics, Gérald Darmanin a-t-il raison ou tort quand il affirme qu'il n'y a pas de plafond à la dette publique en France, à la dette en France? Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Voir notre ministre des comptes publics, c'était je crois hier hein, sur France Inter, Ouais, c'est ça, qui laisse croire, enfin qui laisse entendre que la France peut s'endetter, parce que s'il n'y a pas de plafond, c'est qu'on peut s'endetter publiquement à l'infini. Je ne sais pas comment vous l'avez reçu, mais c'est quand même assez surprenant quand on est à son poste, non? c'est un peu à contre-emploi pour un ministre du budget. C'est ce que tous les autres ministres aimeraient bien penser, ce qu'on appelle les ministres dépensiers d'habitude. Mais enfin, quand on est à Bercy, on est quand même censé tenir les vannes. On vous entend. Pardon, Raphaël, je vous coupe. Et oui. vous pouvez vous déplacer 2 secondes. On vous entend pas très très bien. Ah, pardon, je vais passer comme ça. Peut-être que ça ira mieux. Là, c'est parfait. Ne bougez plus. Vous nous disiez qu'il y a le ministre dépensier et lui est censé être de l'autre côté. Hein. Eh bien oui, c'est lui qui est le gardien des cordons de la bourse, bien sûr. Donc entendre un ministre du budget nous dire que la dette, c'est nos limites, ça prouve vraiment qu'on est dans une situation un petit peu exceptionnelle. Alors, il y a 2 choses qu'on peut dire là-dessus. La première, c'est que effectivement, les États étant infinis, on pourrait croire que c'est une forme d'argent magique et qu'on pourrait s'endetter comme ça. Enfin, infini parce que, infini parce que les États ne meurent jamais. Sauf parce que les États ne meurent jamais, exactement, et qu'on peut se réendetter. C'est ce que fait la France actuellement. Ouais. On peut se réendetter pour payer ses dettes futures. La dette de la France, elle a ce qu'on appelle une maturité de 7 ans, c'est-à-dire que l'ensemble des plus de 2000 milliards, les 2300 milliards de dettes, et bientôt beaucoup plus que nous avons accumulés, s'étale sur 7 ans. Et quand on arrive au bout de ces 7 ans, eh bien, on rachète quelques dizaines, centaines de milliards d'euros pour rembourser la dette d'origine, si vous voulez. Donc c'est une dette qui tourne, une dette roulante, et comme effectivement les États ne meurent jamais, eh bien ce roulement peut durer à l'infini. Sauf que il y a quand même une corde de rappel. On ne peut pas, il faut le dire très clairement, s'endetter sans limite, comme l'a indiqué Gérald Darmanin, puisque pour s'endetter, il faut trouver des prêteurs, des gens qui vous prêtent cet argent. Et si à un moment votre niveau d'endettement est trop élevé par rapport à votre création de richesse ou votre capacité à lever l'impôt, eh bien vous ne trouvez plus personne pour vous prêter cet argent. Sauf qu'aujourd'hui les investisseurs, on ne meurt de plus pouvoir en faire. Mais Raphaël, aujourd'hui les investisseurs, ils sont là, la preuve, notamment la BCE qui n'est pas un investisseur comme les autres, mais tant que la BCE est là pour acheter, elle n'est pas la seule, hein, de la dette publique française, il n'a pas tort de dire qu'il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est la capacité de la BCE à absorber finalement le papier français, et pas seulement évidemment. Hein. La limite, c'est la confiance qu'on pourrait avoir en l'institut d'émission, effectivement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à 2008, on a un filet de sécurité qui permet de réfléchir beaucoup plus tranquillement aux solutions à apporter à la crise, qui s'appelle la BCE. La BCE a sorti son bazooka au mois de mars, un programme de 750 milliards d'euros de rachat de dettes souveraines et aussi un peu de dettes privées. Si on ajoute au programme qui était déjà mis en place avant, on a plus de 1000 milliards qui existait déjà, on est à plus de 1000 milliards, on est à près de 1100 milliards d'euros. Donc ça permet de couvrir cette année environ 6% et demi de déficit, ce qui n'épongera pas la totalité d'ailleurs des déficits des pays de la zone euro. Hein. On sait déjà qu'en France, par exemple, on sera bien au-dessus. Mais ça offre un filet de sécurité pour discuter, pour apporter les solutions européennes. Et demain se tient un Conseil européen où on va discuter de ce fameux fonds de relance européen où on pourrait mutualiser un peu les dettes futures de l'avenir, pas les dettes passées, mais les dettes à venir qui vont devoir être contractées pour lutter contre la crise sanitaire et relancer l'économie. Mais ce filet de sécurité, il est d'abord temporaire, ça ne durera pas ad vitam aeternam. Et puis Christine Lagarde l'a bien dit, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, l'a redit dimanche, ces dettes, quoi qu'il en soit, il faudra les rembourser. Il n'y a pas d'argent magique. Oui, en même temps, pardon, il n'est pas en porte-à-faux, Gérald Darmanin, pas du tout avec le président, parce que cette sortie, c'est le prolongement, ou c'est du même acabit que ce qu'a dit le président quand il affirmait que l'économie française serait sauvée quoi qu'il en coûte. C'est la même chose de dire dette sans limite quoi qu'il en coûte. On est sur la même sémantique. Sauf que
c'est un peu prendre les Français pour des enfants. Pour l'instant, on leur dit, on sauvera l'économie quoi qu'il en coûte, et c'est vrai que le gouvernement a mis en place les bonnes mesures, et qui sont extrêmement coûteuses, hein, notamment le chômage partiel, pour sauver l'économie. Et l'argent qu'on met maintenant, ça, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire ont raison de le dire, l'argent qu'on met maintenant, c'est de l'argent qu'on n'aura pas à mettre plus tard pour soit relancer, soit restaurer une économie qui se serait complètement effondrée. Donc cet argent, ils ont raison, il faut le mettre maintenant, quoi qu'il en coûte. Mais dire on sauvera la France quoi qu'il en coûte et la dette n'a pas de plafond, c'est oublier de dire qu'un jour il faudra rembourser ses dettes. Car comme je le disais tout à l'heure, on ne meurt pas de ses dettes, on meurt de ne plus pouvoir en faire. Alors pour l'instant, la signature française ben oui, très correcte. Raphaël, les taux souverains aujourd'hui sur la France, ils sont proches de zéro. Donc on est autour de zéro. Autant en profiter, je veux dire. Oui, sauf que encore une fois, il faudra les rembourser. Donc en profiter, c'est-à-dire que utiliser cette capacité d'endettement pour lutter contre la crise sanitaire et mettre l'économie sous cloche et sauvegarder au maximum les entreprises, bien sûr. Et là, il faut y aller à fond. Mais il y aura une facture quand même aussi à la sortie, et tenir un discours qui explique qu'on peut faire ce qu'on veut et il n'y a pas de limite, c'est un peu laisser penser qu'il n'y aurait pas de conséquences, d'autant plus que le gouvernement martèle qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts d'ici la fin du quinquennat. Bon, la fin du quinquennat, c'est dans 2 ans. Et effectivement, je ne pense pas qu'on fasse voter des hausses d'impôts massives l'année prochaine dans une économie exsangue. Mais il faut bien se dire qu'après 2022, après l'élection présidentielle, il y aura des hausses d'impôts. C'est une évidence. C'est un discours qu'on ne tient pas aux Français aujourd'hui. Ils le savent parce qu'ils ne sont pas idiots. Ils se doutent bien que ces dettes, il faudra les éponger un jour. Et donc, oui, effectivement, nous avons heureusement la capacité de s'endetter, et merci l'Europe, merci la Banque Centrale Européenne. C'est grâce à l'Europe que nous avons cette capacité d'endettement importante avec des taux très intéressants, mais cette dette devra être remboursée d'ici quelques années, et là, attention à la facture, ça risque de tanguer. Ouais, on va en parler justement de la facture qui continue de s'alourdir. Mais sur la formule du ministre Darmanin, à juste titre, il dit le gouvernement préfère l'endettement à la faillite. À l'évidence, c'est le bon choix. Il fallait aligner les centaines de milliards ou les dizaines, parce que sinon il y avait ce risque de dépression comme dans les années 30. C'est vrai, il y a ce risque-là. Il faut être très clair. On vit une crise exceptionnelle où, pour la première fois, un gouvernement a tué son économie, ou en tout cas l'a plongé dans un coma profond. C'est totalement inédit. Pour lutter contre la crise sanitaire, il a fallu plonger toute l'économie française, et les autres pays ont fait de même à différents degrés, mais c'est un peu la stratégie qu'ont adopté tous les pays européens. Il a fallu plonger l'économie dans le coma et la placer sous assistance respiratoire, pour pouvoir le réveiller d'ici quelques semaines. Alors là, il faudra un gros coup de défibrillateur pour réveiller le malade, c'est-à-dire encore des milliards et des milliards de relances, parce que les entreprises en auront besoin. Mais si on ne veut pas se retrouver au milieu d'un champ de ruines économiques, avec des PME, des TPE qui fermeront par centaines de milliers, il faut effectivement injecter de l'argent, et beaucoup d'argent. On a plus de 10 millions de salariés aujourd'hui, rendez-vous compte, plus de 10 millions de salariés au chômage partiel, c'est-à-dire payé par l'État. L'enveloppe qui a été votée dans le dernier collectif budgétaire, c'est 24 milliards d'euros pour garder ces emplois. Et malgré tout cet argent, malgré les 110 milliards d'euros qu'on a mis dans le dernier collectif, et il faudra certainement encore aller plus loin avec le plan de relance, il y aura beaucoup de casse. Donc dans le fond, cette politique qui est menée est la bonne en termes de politique économique, de soutien aux entreprises, éviter le chômage massif, les licenciements. Mais cette formule est un peu pas malheureuse, mais cette formule de dire voilà, il n'y a pas de plafond, c'est limité, c'est faux en plus. Vous savez, on habite en France dans un pays qui n'a pas voté de budget à l'équilibre depuis 1974, où l'argent finalement est considéré comme quelque chose d'un peu vulgaire et l'État a toute puissance de toute manière, et comme a dit une Premier ministre il y a quelques années maintenant, la bourse, j'en ai rien à cirer. Toutes les composantes financières ne sont pas vraiment intégrées dans le discours politique. Absolument, oui, ça ne nous rajeunit pas. Mais la culture française est comme ça. Et nourrir ce sentiment que de l'argent, de toute façon, il y en a toujours. C'est ce que disait François Hollande dans sa formule, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Cette idée que l'argent est infini et un peu magique, finalement,
c'est quelque chose de délétère politiquement, je veux dire, pour la bonne compréhension des choses par les citoyens français. Cet argent, il fallait le mettre sur la table, c'est une évidence. Il va falloir continuer pendant Et encore justement, quand on très parle, longtemps, des Raphaël, semaines, quand des on dit mois. continuer, Oui. c'est intéressant parce qu'il a laissé entendre effectivement que Gérald Darmanin, que ce plan de soutien de 110 milliards n'était qu'un début. Il faudra sûrement s'attendre à des nouveaux chiffres encore plus impressionnants. Il pense à quoi? C'est le plan de relance qui va venir? Ça va être Ce le sont plan de des relance qui annulations est de charges actuellement. sociales et fiscales pour les PME, les TPME, les TPE et des PME? Absolument. Il y a quelques secteurs qui vont être laminés. On pense bien sûr à l'hôtellerie, au tourisme, à l'aérien. L'automobile va avoir des difficultés. Tous ces secteurs, on ne va pas demander aux restaurateurs au mois de juin de payer leurs charges des mois de mars et du mois d'avril. Donc il y a d'ores et déjà un plan d'au moins 750 millions d'euros d'annulation de ces charges pour tous les commerces qui vont devoir rester fermés, car beaucoup de commerces vont devoir rester fermés après le 11 mai et jusqu'à l'été prochain à minima. Donc pour tous ces secteurs, il va falloir continuer à verser des aides et des aides en masse. Ça va être très compliqué. Et puis il faudra un plan de relance aussi, le maintien de mesures de trésorerie, parce que relancer des usines qui ont été mises à l'arrêt, ça demande du cash, il faut repasser des commandes, et les entreprises auront besoin en fonds de roulement, justement, pardon pour la répétition, au moment où les bilans bancaires vont être abîmés en plus. Donc le moment le plus critique, si je puis dire, ce sera probablement la sortie de crise davantage que la période que nous vivons actuellement. Pour l'instant, on arrose tout le monde, c'est assez simple. Pour la sortie de crise, il va falloir travailler à un plan de relance beaucoup plus ciblé et faire des annulations de charges sur des secteurs. C'est très compliqué. Juridiquement, pour l'instant, c'est impossible. Il faudra changer la loi pour cela parce qu'il y a un devoir d'égalité, un devoir constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Donc, Bercy va devoir changer la loi pour pouvoir annuler par secteur certains montants de charges, et il faudra que ça dure, à mon avis, pendant encore quelques mois et voire quelques trimestres, parce que l'économie reprendra lentement en 2020, au long du second semestre. 2021 s'annonce encore assez incertaine. Ouais. On a eu des prévisions du FMI il y a quelques jours qui parlait d'un rebond de 5 à 6% au sein de la zone euro, mais l'économie sera exsangue cette année et le rebond assez incertain l'année prochaine. Il nous reste même pas 30 secondes. Donc il va falloir continuer. Ouais, Raphaël, il nous reste 30 secondes. Vous êtes un fin connaisseur des subsides publics. Je me suis posé la question, sur les 110 milliards, on sort un peu du sujet, mais vraiment j'ai envie de savoir, sur les 110 milliards d'euros du plan de soutien, à combien se montrent réellement les nouveaux crédits? J'ai envie de dire l'argent frais, parce que comment on arrive à 110 milliards en vrai crédit quand on a pour le coup 24 milliards d'euros sur le chômage partiel? Ça on comprend, c'est des salaires qui sont payés. Oui. Le fonds d'assistance de 7 milliards d'euros pour les TPE, je comprends, mais les reports de charges, si on le met dedans, enfin si c'est un report, ça sera payé plus tard, donc c'est pas vraiment… Exactement. Il y a en dépenses budgétaires strictes du côté de l'État. Je parle bien uniquement des dépenses de l'État parce que l'UNEDIC, par exemple, paye un tiers des 24 milliards d'euros du chômage partiel. Mais en dépenses budgétaires nouvelles strictes, sur les 110 milliards, on est en réalité qu'à 42 milliards. Alors pourquoi on communique comme ça sur 110? Pourquoi on devrait communiquer sur vraiment l'argent frais qui est mis dans l'économie, à savoir 42, enfin, et pas 110? Parce que juste à côté de nous, il y a un grand pays qui s'appelle l'Allemagne et qui nous projette un miroir assez désagréable depuis quelques semaines, un pays où il y a beaucoup moins de morts, avec des conditions de confinement moins strictes et qui en plus a mis, lui, sur la table… milliards. 1100 milliards dès le mois de mars. Alors là-dedans, c'est aussi énormément de garanties bancaires, mais de dépenses nouvelles strictes, ça a été dès le mois de mars 156 milliards d'euros. Nous, on était à 13 milliards dans le premier collectif. On a monté cette somme de dépenses nouvelles à 42 milliards le week-end dernier, mais on reste encore très en deçà de ce que fait l'Allemagne. Ouais, mais il n'y a pas de limite à la dette. Il n'y a pas de limite à la dette, Raphaël. Mais il n'y a plus de limite à la dette. Donc on compte beaucoup sur le prochain collectif budgétaire pour faire exploser les compteurs. Et puis pour régler la facture, vous reviendrez en 2023. Ça risque d'être salé. Bon, on en reparlera. Merci en tout cas, merci. Éclairage signé Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël, bonne journée. À bientôt, au revoir. Bye.